Il était 9 heures du matin, un mardi, le genre de matin gris qui s'installait sur la peau comme une brume froide. Mon téléphone a sonné, vibrant sur la table de la cuisine de cette manière insistante. Seules les mauvaises nouvelles le savent. Le nom de Harper a illuminé l'écran. Elle n'appelait jamais avant midi. Quelque chose n'allait pas. Mon estomac se serra. J'ai répondu, me préparant à entendre sa voix. Elle est partie, dit-elle, et les mots firent l'effet d'un coup de poing. Je n'avais pas vu venir ma mère morte, comme ça. Sans avertissement, sans préambule. Le monde ne s'est pas effondré autour de moi, il s'est simplement tu, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste regardé la vapeur s'échapper de ma tasse d'Earl Grey, la dernière tasse d'une routine que je ne partagerai plus jamais avec elle. Elle a toujours détesté que j'ajoute du miel au lieu du lait. Ça ruine les tanins, disait-elle, comme si je m'en fichais. Je pouvais presque entendre sa voix, nette et corrective, m'appeler à travers les oreilles. Puis la porte s'ouvrit. Gillian marchait en talons, claquant sur le parquet comme un métronome, comptant les secondes qui me restaient à affronter le chagrin. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, une vision de professionnalisme impeccable dans une jupe crayon bleu marine et un chemisier crème qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, ma femme et mon patron. Le titre qu'elle préférait dépendait du contexte, mais à ce moment-là, les lignes se brouillaient au point que je ne pouvais plus distinguer où un rôle s'arrêtait et où l'autre commençait. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais assis là à fixer mon thé comme s'il contenait les réponses à toutes les questions que j'avais toujours eu peur de poser. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à mon téléphone. Elle est juste entrée, a croisé les bras et a posé ce regard sur moi, celui qui pouvait trancher l'acier. Le client de Singapour atterrit dans 2 heures. Dit-elle d'une voix calme, trop calme, rater ce contrat de 3 millions de dollars et tu es viré. J'ai cligné des yeux, le mot lent à pénétrer, viré, le mot ressenti. Froid, tranchant, définitif. La vapeur de ma tasse flottait entre nous et je me demandais si elle avait remarqué la tondeuse dans ma main, celle que je n'arrivais pas à cacher. Ma mère était morte et Gillian se souciait d'un accord, un accord de 3 millions de dollars. J'essayais d'imaginer dire à ma mère que les chiffres sur la page valaient plus que la personne qui m'avait donné ma première leçon de loyauté et de décence et qui savait quand se battre et quand lâcher prise. Ma mère qui m'avait appris que les gens valaient plus que des chiffres. Et j'étais là, un homme adulte devenu un poste dans le tableur de quelqu'un d'autre, le tableur de Gillian. C'est là que j'ai pris une décision discrète, pas de vengeance, pas encore. Juste un pas, un seul pas qui ressemblait au premier souffle après avoir été sous l'eau trop longtemps. Je me tenais debout, la chaise raclant le sol comme une protestation. Gillian me regardait avec ses yeux calculateurs, des yeux qui ne manquaient jamais un détail. Je me demandais si elle voyait que j'étais déjà parti, que l'homme qu'elle pensait posséder lui avait glissé entre les doigts. J'ai tendu la main vers la porte, sentant le poids du moment s'abattre sur mes épaules, comme un manteau que je ne voulais pas porter. Je me suis arrêté dans le couloir, le bourdonnement du bureau résonnait, avec le bruit des claviers et le claquement des chaussures sur le carrelage. Je me sentais mal d'être ici, comme si le monde avait continué sans moi. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai parcouru le couloir, chaque pas, mesuré, réfléchi, mon esprit élaborant déjà les mots dont j'aurais besoin, 7 mots qui changeraient tout. 7 mots qui couperaient les ponts. Gillian pensait qu'elle possédait. 7 mots qui nous rappelleraient, à elle et à moi, que les chiffres sont des personnes. Ma mère m'avait appris, qu'elle m'avait appris à me battre pour ce qui comptait, à tenir bon quand le monde essayait de m'en faire tomber. J'ai pensé à ses mains, calleuses par des années de travail, douces quand il le fallait. J'ai pensé à sa voix, forte même lorsqu'elle tremblait. J'ai pensé à chaque fois où elle m'a dit que ma valeur ne se mesurait pas en dollars mais dans les vies que j'avais touchées, les gens pour lesquels je me battais, et j'ai décidé sur le champ que je n'allais pas laisser sa mémoire mourir aux mains d'une femme qui ne se souciait que des marges bénéficiaires. À 9h15, j'ai ouvert la porte de la salle de conférence, la salle où j'avais présenté des idées qui ont rapporté des milliards à cette entreprise, pour Gillian, la salle où j'avais appris à survivre, à jouer le jeu, à ravaler ma fierté et à dire la bonne chose. Mais aujourd'hui, je ne jouais pas le jeu. Aujourd'hui, j'écrivais mes propres règles. Je suis entré dans la pièce, silencieux, à l'exception du bourdonnement du projecteur, du brouhaha des papiers, du clic d'un stylo. J'ai senti les yeux sur moi, curieux, dans l'attente. Je m'en fichais. Gillian se tenait au bout de la table, prête à s'emparer de la pièce, comme elle l'avait toujours fait. Mais ce n'était plus sa chambre. J'ai croisé son regard, fixe et calme.
J'ai ouvert la bouche et j'ai prononcé les 7 mots qui allaient allumer le feu. J'ai déplacé la réunion au Holden Center. Quand j'ai rencontré Jillian pour la première fois, elle avait cette énergie magnétique qui m'a attiré comme un papillon vers une flamme. Elle était puissante, motivée et brillante sans complexe, comme le PDG de 100 vies, y compris la mienne. Je venais d'un monde de dîners tranquilles et de costumes d'occasion, un monde où le respect se gagnait une conversation à la fois, Jillian. Elle imposait le respect dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle m'a fait croire que j'avais enfin rencontré quelqu'un qui me voyait comme son égal. Cette illusion a duré juste assez longtemps pour me fasciner. Nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Un tourbillon rapide de dîners au Cantal, au bistrot et de conversations nocturnes qui brouillaient la frontière entre stratégie et intimité. Lorsqu'elle m'a nommé associé chez Wells Ridge et PAR, la société d'investissement qu'elle avait cofondée, cela ressemblait au genre d'histoire de Cendrillon qu'on ne lit que dans les magazines économiques. Je me suis convaincu que c'était l'amour, qu'elle m'avait choisi, pas seulement pour mes compétences mais aussi pour mon cœur. J'avais eu tort, mais je ne le savais pas encore. Au début, notre mariage ressemblait à un partenariat, à une ascension partagée d'une montagne qu'aucun de nous n'avait le luxe de reculer. Nous avons acheté une maison en grès brun à Brooklyn, l'avons décorée de meubles minimalistes et avons organisé le genre de dîner qui ne semble facile qu'après des heures de tension en coulisses. Elle était l'étoile, le soleil autour duquel tout gravitait. J'étais le parfait second rôle, serviable, constant et prêt à rire au bon moment. Mais quelque part entre les bureaux d'angle et les dîners clients, notre mariage a basculé. C'est devenu un contrat bancal, où elle seule tenait la plume. L'amour qui ressemblait autrefois à un investissement partagé est devenu transactionnel. Les yeux de Jillian, autrefois doux de rire, se sont durcis en registre, calculant chaque mot, chaque décision, chaque respiration. Elle m'a refusé une augmentation pendant 3 ans d'affilée, invoquant des contraintes budgétaires et la volatilité du marché, tout en récompensant son entourage avec des bonus qui me donnaient l'impression d'être un cas de charité. J'avais travaillé tard le soir, les week-ends, les jours fériés, et au final, la seule loyauté qu'elle récompensait était celle qui ne la mettait pas au défi. J'ai essayé de résister après avoir passé un entretien dans une entreprise concurrente, une démarche qui, je pensais, lui rappellerait que je n'étais pas piégé, que mes compétences valaient plus que les miettes qu'elle me jetait. J'étais même allé jusqu'à un 2e entretien avant qu'elle ne me convoque dans son bureau. Elle n'a pas élevé la voix ni ne m'a accusé directement. Elle s'est juste assise là, dans son fauteuil à dossier haut, les jambes croisées, et m'a regardé comme un parent regarderait un enfant qui aurait griffonné sur les murs. « Tu es déloyal », a-t-elle dit, d'un ton froid et définitif. On ne peut pas construire un avenir si on cherche déjà une issue. Et c'est ainsi qu'elle a inversé la tendance. J'étais parti en quête d'une promotion, d'un avenir où je n'aurais pas à quémander des miettes, et elle avait fait de moi le traître. J'ai quitté son bureau la tête qui tournait et ma fierté en lambeaux. Regardant maintenant l'horizon par la fenêtre de la salle de conférence, je réalisais qu'elle me forçait à choisir entre enterrer ma mère et garder mon travail. La femme dont j'avais cru qu'elle marcherait à mes côtés dans la maladie comme dans la santé était devenue la gardienne de mes moyens de subsistance, et elle avait claqué cette porte avec un sourire. Ce n'était pas seulement cruel, c'était calculé. Elle savait exactement ce que ce moment signifiait pour moi. Elle savait que le chagrin était une blessure fraîche, vive et ouverte qui n'avait même pas commencé à se cicatriser, et elle l'avait utilisée contre moi parce que pour elle, le pouvoir était un jeu à zéro, soit elle avait tout, soit elle perdait, et elle n'avait jamais été du genre à accepter une perte avec grâce. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais mon propre plan. Je jouais à ce jeu depuis trop longtemps pour rester les bras croisés et la laisser dicter mes moindres faits et gestes. J'avais appris d'elle, appris à anticiper ses stratégies, à repérer les faiblesses de son armure. Je l'observais opérer dans les salles de conseiller, à huis clos, j'avais pris des notes sur chaque affront, chaque trahison mesquine. Chaque fois qu'elle avait choisi son ambition plutôt que ceux qui avaient cru en elle. J'avais vu les fissures se former dans l'empire qu'elle avait bâti, les fractures qu'elle ne voulait pas que quiconque voie. À ce moment-là, avec le poids de la mort de ma mère pesant sur ma poitrine, je me suis fait une promesse, je ne laisserai pas Jillian réduire ma vie à une note de bas de page dans son histoire. Je ne la laisserai pas me dicter quand je pouvais pleurer, quand je pouvais me battre, quand je pouvais vivre. Je lui montrerai ce que signifiait être sous-estimé. Je lui rappellerai que les chiffres sur une page étaient toujours des personnes, que derrière chaque feuille de calcul et chaque accord, il y avait des vies en jeu et que ces vies comptaient plus que n'importe quel résultat net. Alors j'ai redressé ma cravate, j'ai pris une inspiration qui avait le goût du défi et j'ai pensé à ma mère.
J'ai pensé à ses mains travaillant tard le soir au restaurant, à son rire remplissant des pièces qui ne le méritaient pas, à sa voix ferme même quand le monde essayait de la briser. J'ai pensé à chaque leçon qu'elle m'a apprise sur la résilience, la loyauté, le fait de se battre pour ce que l'on croit, et même quand les chances sont contre vous. Et j'ai su à ce moment-là qu'il me restait un combat en moi, un combat que Gillian ne pouvait pas voir venir, parce que quand elle m'a fait choisir entre enterrer ma mère et garder mon travail, elle a fait le mauvais choix. Elle m'a sous-estimé et cela, plus que n'importe quelle augmentation ou n'importe quel titre, serait sa perte. Je suis sorti de cette salle de conférence avec ma décision prise et mon plan en place. Gillian pensait qu'elle me possédait, mais la vérité était qu'elle m'avait seulement appris à me libérer, et j'étais sur le point de lui montrer à quel point un homme libre pouvait être dangereux. Je suis entré dans la salle de conférence où Maya, notre assistante de direction, préparait la réunion de Singapour. Elle portait un casque audio sur la tête, son ordinateur portable ouvert et une pile ordonnée de dossiers de présentation, disposés comme le destin de l'entreprise, reposait sur leur alignement. Ses yeux se sont posés sur les miens, écarquillés et scrutateurs. « Ça va ?» a-t-elle demandé d'une voix basse, prenant soin de ne pas attirer l'attention du personnel attardé à l'extérieur. Elle connaissait la réputation de Gillian et, par extension, la file d'attente que j'allais franchir. Ma mère est morte il y a un quart d'heure. J'ai prononcé ces mots si brusquement que j'ai eu l'impression que des pierres tombaient de ma bouche. Je n'ai même pas essayé de les adoucir. J'ai vu son visage se tordre d'une manière qui m'a fait comprendre qu'elle n'était pas qu'une assistante. C'était un être humain qui comprenait la perte. Sa main s'est portée sur sa poitrine, pressant son cœur comme pour le protéger d'une douleur qui ne pouvait être la sienne. « Ce n'est pas légal », a-t-elle dit, la colère s'emparant de son ton. Mais je n'ai pas eu le temps de débattre des aspects juridiques ou des politiques RH. J'étais déjà concentré sur ce qui allait se passer ensuite. J'ai regardé autour de moi, vers la table de conférence où j'avais présenté des idées à des milliards de dollars, les murs de verre qui mettaient en valeur la silhouette de la ville comme une vitrine à trophées, le tableau blanc encore maculé de chiffres de la séance de brainstorming de la veille. J'avais tout donné à cet endroit, des nuits tardives, des week-ends, un mariage et maintenant, semblait-il, l'occasion de faire le deuil de ma mère. La pièce sentait le café rassis et la sueur de panique, un cocktail de désespoir que je n'avais fini par que trop bien reconnaître. Puis je me suis tourné vers Maya et j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. J'ai besoin de ton ordinateur portable et de ta confiance. Elle n'a pas hésité, ne m'a pas demandé d'explication, n'a pas remis en question le tremblement dans ma voix. Elle m'a juste tendu le fin appareil argenté comme si c'était une bouée de sauvetage, et c'en était peut-être un. Je l'ai glissé sous mon bras et j'ai hoché la tête. « Merci, Maya », ai-je murmuré. Ses yeux brillaient et des larmes ont coulé dans la lumière fluorescente. « Tout ce dont tu as besoin », dit-elle, et je la crus. Je me retournai et sortis de la salle de conférence, l'ordinateur portable serré contre ma poitrine. Mes pas me semblaient plus lourds que d'habitude, chaque foulée résonnant dans le vide d'un homme qui venait de perdre la seule personne qui avait jamais cru en lui, sans condition. J'atteignis le bureau de Gillian, sa forteresse de verre et d'acier, l'endroit où elle avait signé des contrats qui avaient fait et ruiné des carrières, y compris la mienne. Elle était assise derrière son bureau, parcourant les pages de son téléphone comme une reine à la cour, inconsciente des gens qu'elle avait piétinés pour bâtir son royaume. Elle leva les yeux vers moi, le regard froid et scrutateur. « Êtes-vous prêt pour l'équipe de Singapour » demanda-t-elle d'une voix empreinte d'une gaieté professionnelle. Je me forçai à la regarder dans les yeux, l'estomac noué au souvenir de son ultimatum. « J'ai déplacé la réunion pour qu'elle se tienne au centre », dis-je, d'une voix calme et régulière, en 7 mots. Il n'en fallut pas plus. 7 mots qui allumèrent la mèche qu'elle me nourrissait depuis des années. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, sans ma permission. Demanda-t-elle, sa voix se resserrant comme un nœud coulant dans l'air entre nous. Je pouvais voir les questions se former dans sa tête, des questions qu'elle poserait plus tard, après que la fumée se soit dissipée quand les dégâts ne pourraient pas être réparés. Je soutins son regard fixe et imperturbable sur les bâtiments ayant un problème d'arrosage. Je mentis d'une voix aussi douce que le brandy qu'elle appréciait lors des événements après le travail. À moins que vous ne vouliez que les clients soient trempés, je laissai la phrase en suspens, inachevée, mais claire. L'idée de l'équipe de Singapour, certains des investisseurs les plus riches et les plus puissants de la région, se présentant dans une salle de conférence sous une pluie d'eau et de chaos suffirait à faire tressaillir n'importe quel PDG. Ses yeux se plissèrent, calculatrice. Mais elle ne voulait pas paraître hors de contrôle devant l'équipe de Singapour. Elle a bâti son empire sur le contrôle,
sur les apparences, en s'assurant d'être toujours celle qui tire les ficelles. Bien, a-t-elle rétorqué. Vous dirigez, je vous suis. Elle a pris son téléphone et son sac d'ordinateur portable, se levant de sa chaise comme un général partant au combat. J'ai hoché la tête, le visage impassible, le cœur battant la chamade. Voiture en bas, ai-je dit dans l'ascenseur. J'ai tendu la main vers son chemisier. Vous avez un fil qui ne tourne pas rond. J'ai menti juste assez longtemps pour mettre son téléphone en mode avion, un mouvement que j'avais répété une douzaine de fois dans ma tête sans jamais oser tenter. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à répéter son discours de victoire, planifiant sans doute comment elle allait transformer cette réunion en un autre point de son palmarès. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et la ville s'est étendue devant nous comme une plaie ouverte. Je lui ai tenu la portière. Chaque mouvement était réfléchi, chaque mot mesuré. Je vais chercher quelque chose dans ma voiture, ai-je dit d'un ton décontracté, on se retrouve là-bas dans 30 secondes. Elle ne s'est même pas retournée, elle a juste hoché la tête et s'est glissée dans la voiture qui l'attendait, les yeux déjà rivés sur son téléphone. Elle pensait déjà à l'affaire qu'elle pensait remporter aujourd'hui. J'ai regardé la voiture s'éloigner, les feux arrière clignotant comme un dernier adieu. J'ai vu la ville l'engloutir et je me suis murmuré, elle ne va pas à la bonne réunion. Ces mots ressemblaient à une prière et à une promesse à la fois, car maintenant, une fois qu'elle était partie, j'avais une chance de montrer à l'équipe de Singapour qui j'étais vraiment, une chance de prouver que je pouvais être plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de Gillian. Je me suis retourné vers le bâtiment, serrant l'ordinateur portable de Maya plus fort, et je me suis dirigé vers l'escalier. Plus besoin de jouer selon ses règles, plus besoin de danser à sa façon. Aujourd'hui, j'écrivais ma propre histoire et elle commençait par ces 7 mots, j'ai déplacé la réunion au Holden Center. Gillian fronça les sourcils, les lèvres pincées comme si elle venait de goûter quelque chose d'amer. Sans ma permission, a-t-elle répété d'un ton si tranchant qu'il pourrait couper du verre. Je n'ai pas bronché, les immeubles ayant un problème d'arrosage. J'ai menti en soutenant son regard avec la gentillesse. De calme que j'avais appris en l'observant exercer son propre pouvoir pendant des années. À moins de vouloir tremper le client, j'ai laissé les mots flotter comme une invitation et un défi. Elle m'a regardé de haut en bas, les yeux plissés comme lorsqu'elle calculait, comme si elle additionnait des colonnes et décidait si j'étais un atout ou un handicap. Elle était douée pour ça, froide, efficace et toujours prête à changer de cap si les chiffres ne collaient pas. Son regard s'est posé sur la fenêtre, sur l'horizon de verre et d'acier qu'elle croyait posséder. Puis il est revenu vers moi. J'ai vu l'hésitation, cette lueur d'incertitude qu'elle ne montrerait jamais à personne d'autre. L'équipe de Singapour était tout pour elle, une chance de conclure un accord qui la placerait à la une de tous les magazines spécialisés. Elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible, pas maintenant, pas devant eux. D'accord, a-t-elle dit d'une voix sèche mais sèche. Tu m'aimes, je suis. C'était la première fois qu'elle me disait ces mots, et peut-être la dernière. J'ai hoché la tête, un geste lent et délibéré qui je me hérissais d'impatience. Voiture en bas, dis-je en désignant le hall d'entrée. Elle ajusta son blazer, lissa sa jupe et prit son porte-documents en cuir comme une épée qu'elle avait aiguisée pendant des années. La descente en ascenseur fut silencieuse, chaque étage défilant comme un compte à rebours. Je sentais son regard posé sur moi, mesurant, disséquant, attendant que je glisse, mais je ne le fis pas. J'avais trop appris d'elle et, à cet instant, j'étais son égal, peut-être même sa meilleure. Je tendis la main et désignai un fil d'effet sur son chemisier, une vieille astuce de mes années de consultante. Elle baissa les yeux juste assez longtemps pour que je passe son téléphone en mode avion. Un simple glissement, si simple. Elle ne remarqua même pas. Son esprit était concentré sur l'affaire, la salle de réunion, le numéro qui la dominait. Elle ne vit pas l'homme debout à côté d'elle, celui qui venait de renverser la situation. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et la ville s'étendit devant nous. Une machine vivante et respirante, pensait-elle la contrôler. La voiture s'arrêta devant le trottoir, élégant et noir, avec des vitres teintées qui masquaient l'expression du conducteur. Elle s'y dirigea comme une reine, le menton haut, les yeux fixés vers l'avant. Je vais chercher quelque chose dans ma voiture. J'ai dit mon ton, facile, décontracté, comme je l'avais dit 1000 fois. On se retrouve dans 30 secondes. Elle hocha à peine la tête, trop concentrée sur l'accord de Singapour pour me questionner. Elle se glissa sur la banquette arrière, la portière se refermant avec un léger clic. J'eus l'impression de fermer un chapitre entier de ma vie.
Je regardais la voiture s'éloigner, ses feux arrière se fondant dans la circulation matinale. Pendant un instant, je sentis le poids de toutes les décisions que j'avais prises au cours de la dernière heure peser sur ma poitrine. La voix de ma mère résonna dans ma tête, douce et ferme à la fois. Les chiffres sur la page sont toujours des personnes. Je serrai les mâchoires, ravalant le chagrin qui menaçait de déborder. Ni maintenant, ni ici. Je ne pouvais pas me permettre d'être le soleil endeuillé au milieu de ma propre révolution. J'avais un plan et il était déjà en marche. Je me détournai je suis retourné dans le bâtiment, le bourdonnement de la ville s'estompant derrière moi. Chaque pas me semblait une déclaration d'indépendance, un vœu tacite de ne plus être impliqué dans le jeu de Jillian. Elle pensait se rendre à la réunion qui allait faire sa carrière, celle qui allait consolider sa place à la tête du cabinet. Mais elle se trompait. Elle n'allait pas à la bonne réunion. Elle se rendait dans une salle vide, dans un bâtiment sans clients, sans contrat, sans avenir, et elle ne s'en rendrait compte que trop tard. J'ai atteint la cage d'escalier et j'ai gravi les marches, deux par deux, le pouls stable, l'esprit clair. Je n'avais qu'une seule chance et je ne pouvais pas me permettre de la rater. Maya m'attendait en haut, les yeux écarquillés de questions. Elle n'osait pas poser la question. L'équipe de Singapour vient d'arriver, murmura-t-elle d'une voix tremblante, avec une loyauté qui ne s'achète pas. Conrad semble perplexe. Conrad, le fidèle gestionnaire de clientèle de Jillian, l'homme qui a essayé de me mettre dehors à plusieurs reprises, que je ne pouvais compter. Il serait utile plus tard, mais pour l'instant, il n'était qu'un élément parmi d'autres sur l'échiquier. Asseyez-les à la conférence dis-je d'une voix ferme. Chaque mot était une étape calculée dans le plan que je construisais depuis des mois, vue sur le pont et apporter le rôti éthiopien. Elle cligna des yeux, surprise. « Présentation » demanda-t-elle. Tendant déjà la main à son ordinateur portable, je lui tendis la clé USB, celle avec mon modèle dessus. « Téléchargez ceci » dis-je d'une voix ferme. « On leur montre la vraie affaire. » Elle prit la clé sans hésiter, ses yeux s'illuminant de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la confiance, la vraie confiance. Le modèle que j'avais préparé n'était pas celui que Jillian avait proposé. Il réduisait la main-d'œuvre, évissait les communautés et versait jusqu'au dernier dollar dans les poches d'actionnaires qui n'avaient jamais mis les pieds dans les usines qu'ils avaient ruinées. Le mien était différent. Il protégeait les travailleurs locaux, maintenait les usines en vie et offrait quand même un rendement de 18%. Il était plus risqué, plus audacieux, plus éthique et portait le nom de ma mère inscrit partout. Elle avait passé sa vie à. Cela me rappelait que les chiffres sur la page étaient toujours des personnes. Je l'avais oublié un moment, perdu dans les costumes, les feuilles de calcul et les rapports trimestriels, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en souvenais. Aujourd'hui, j'allais montrer à Jillian et au monde que les chiffres étaient des personnes, qu'ils comptaient, que nous comptions tous. J'ai pris une grande inspiration, le poids du moment s'installant sur mes épaules comme un manteau. J'avais choisi de porter ça, n'est-ce pas? En me retournant, j'ai croisé le regard de maman, sa confiance en moi, brillant comme un phare. Allons-y, ai-je dit, et ensemble, nous nous sommes dirigés vers la salle de conférence, prêts à leur montrer à tous ce que signifiaient vraiment les chiffres. De retour à l'étage, Maya attendait avec un sourire pincé qui tremblait comme s'il allait s'effondrer. Son casque pendait lâchement autour de son cou, l'écran de son ordinateur portable affichant les noms de l'équipe de Singapour. « L'équipe de Singapour vient d'arriver » a-t-elle dit d'une voix basse mais pressante. Conrad a l'air confus. Conrad, toujours l'ombre de Jillian, toujours son enthousiasme. L'exécuteur se tenait debout près de la paroi vitrée, comme un siècle, attendant des instructions. Ses sourcils étaient froncés, sa mâchoire serrée. Il avait probablement remarqué que Jillian n'était pas encore là et, dans son esprit, cela signifiait une crise. Il ne pouvait jamais penser par lui-même, seulement réagir à l'autorité la plus proche. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline, une seule menace de détermination me liait à cet instant. Placez-les en conférence ai-je dit, d'une main ferme comme celle que j'avais préparée pour ce moment, vue du pont et apporte le rôti éthiopien. Les yeux de maman ont clignoté, comme si elle voulait me demander si j'étais sûr. Mais elle n'en a pas eu l'intention. Au lieu de cela, elle a hoché la tête. Son visage était un masque de concentration, ses mains déjà occupées. Elle avait toujours été du genre loyal et discret, celle qui observait, écoutait et agissait, et là, j'avais besoin qu'elle me fasse autant confiance qu'à sa présentation. Elle a demandé presque à voix basse, les yeux rivés sur la porte, comme si elle s'attendait à ce que Jillian fasse irruption à tout moment.
J'ai brandi la clé USB que je gardais comme une arme secrète. Téléchargez ce modèle, dis-je. Ma voix était basse mais ferme, comme celle de ma mère lorsqu'elle voulait que je l'écoute vraiment. Maya tendit la main vers l'ordinateur avec un petit signe de tête déterminé, la brancha et l'écran s'anima avec ma version de l'affaire, pas celle de Gillian, pas celle qui avait du sang sur son bilan ou la mienne. Le modèle officiel que Gillian avait promu était un scalpel d'entreprise, propre, efficace et totalement impitoyable. Il réduisait la main-d'œuvre, externalisait tout et transformait les communautés locales en statistiques sur un graphique à barres. C'était un modèle qui paraissait bien dans les rapports des investisseurs, mais qui ruinait des vies dans le monde réel. Gillian m'avait dit un jour, presque fièrement, que l'efficacité est synonyme de miséricorde. Je l'ai cru autrefois. Plus maintenant. La voix de ma mère me revint, douce mais inflexible, les chiffres sur la page sont toujours des personnes. Elle me l'a appris à la table de la cuisine, quand j'avais 13 ans et que je luttais pour comprendre pourquoi elle avait refusé que le restaurant licencie son équipe de nettoyage. Chaque dollar économisé coûte à quelqu'un sa dignité, avait-elle dit. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais maintenant je le comprenais. Mon modèle protégeait les travailleurs locaux. Il investissait dans la formation professionnelle et les infrastructures des communautés qui fabriquaient les produits que nous vendions. Il prenait des risques, certes, mais il donnait aux gens la possibilité de construire leur propre avenir au lieu d'attendre la prochaine vague de licenciements. Et malgré tout cela, il générait un rendement de 18% peut-être pas aussi clinquant que celui de Gillian, mais solide, durable et humain. J'ai pris une inspiration et balayé du regard la salle où l'équipe de Singapour attendait. Leurs yeux étaient pleins d'espoir, mais fatigués, comme ceux des voyageurs d'affaires qui avaient vu trop de salles de conférence et pas assez de lumière naturelle. Je suis entré dans la pièce comme si c'était la mienne, car aujourd'hui, c'était le cas. Je me tenais en bout de table, l'horizon s'étendant derrière moi comme un témoin silencieux. Conrad s'est déplacé, attendant visiblement que Gillian apparaisse et prenne les choses en main. Je lui ai adressé un hochement de tête qui ressemblait à un congédiement. Il ne savait pas quoi faire. Il a commencé à parler, une pointe d'objection aux lèvres, mais je l'ai interrompu d'un regard. Messieurs, mademoiselle Ligne, j'ai commencé. Concentrons-nous sur l'équipe de Singapour. Monsieur, lorsque Ligne, le chef du groupe, leva les yeux avec cette expression polie et neutre que seule la saison sait parfaire, sa fille, Alina, s'assit à côté de lui, le regard vif et clair, reflet de la femme avec laquelle elle avait grandi. Je savais quelle serait celle qu'il fallait surveiller. Elle percevrait la moindre demi-vérité, le moindre mensonge. Désolé pour le changement soudain de lieu, dis-je. Ma voix était posée, presque calme. Nous avons eu un problème d'installation qui nous a obligés à déménager dans cet espace. J'apprécie votre flexibilité. Monsieur Ligne inclina la tête, son expression ne trahissant rien. Je savais qu'il avait entendu toutes les excuses possibles et imaginables. J'avais une chance de lui montrer que ce n'en était pas une. Avant de commencer, continuai-je. Je tiens à souligner qu'il y a eu un problème personnel inattendu aujourd'hui. Ces mots me faisaient l'effet d'une braise dans la gorge. Ma mère est décédée ce matin. J'ai vu le regard de Lena s'adoucir légèrement et j'ai manqué ses lèvres serrées dans une sorte de respect. Mais j'ai continué. Elle a consacré sa vie à lutter pour la dignité des travailleurs et la force des communautés. Elle m'a appris que les chiffres sur une page représentent toujours des personnes. Aujourd'hui, je présente un modèle qui reflète cela, un modèle qui équilibre profit et durabilité, risque et humanité. C'est un modèle dont elle aurait été fière. J'ai marqué une pause, laissant le poids de cette vérité se poser entre nous. L'espace d'un instant, la salle était silencieuse, ce silence qui donne l'impression d'une respiration retenue. J'ai affiché le modèle à l'écran et commencé la présentation. J'ai parlé de durabilité, de fidélisation des travailleurs, d'assurance qualité, de réputation de l'entreprise. J'ai expliqué comment chaque dollar investi dans les ressources humaines revenait à l'entreprise sous forme de fidélité, d'innovation et de résilience. Je leur ai présenté les chiffres, 18% de rendement sur 5 ans, avec une possibilité d'évolution. J'ai vu le regard de monsieur vaciller d'intérêt, l'épingle d'Alena griffonner des notes plus vite que je ne pouvais parler. Conrad a tenté une fois d'intervenir pour lancer une absurdité sur l'efficacité, mais je l'ai fait taire d'un regard. Finalement, j'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas un choix facile. J'ai dit c'est la bonne. J'ai regardé monsieur Ling, ressentant le poids de chaque leçon que ma mère m'avait apprise. Ma mère est décédée ce matin. Elle a passé sa vie à défendre les travailleurs.
Ce modèle est pour elle. Le silence qui a suivi a été une bénédiction. Puis Monsieur Ling a hoché la tête d'un air décidé, nous allons de l'avant avec cette version, a-t-il dit d'une voix calme mais définitive. Pas d'hésitation, juste une décision, le genre de décision qui changerait tout. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, brûlantes et aigres, et pour la première fois de la journée, je les ai laissées couler, car c'était pour elle, pour la femme qui m'a appris que les chiffres sur la page sont toujours des personnes et que parfois, les combats les plus durs sont ceux qui comptent le plus. À JFK, j'ai trouvé des toilettes familiales, une de ces petites cabines individuelles avec une table allongée et une serrure qui tenait le monde à distance. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. L'air sentait légèrement l'antiseptique et les vieux produits de nettoyage, et pendant un instant. L'odeur me rappelait les chambres d'hôpital et les salles d'attente, des endroits où des vies changeaient en un instant. Ma mère aurait détesté cet endroit. Elle croyait aux grands espaces, à l'air, à la lumière et au rire des inconnus. Ils étaient censés être silencieux, mais j'avais besoin de ce silence. J'avais besoin que la porte entre moi et le reste du monde soit suffisamment épaisse pour me protéger du bruit. J'ai posé l'ordinateur portable de Mia sur la table allongée, le balançant sur la surface en plastique craquelé où étaient gravés les contours délavés d'un ours et le mot « bébé ». J'ai branché le point d'accès que j'avais emprunté à l'informaticien qui me devait une faveur et j'ai ouvert l'écran. La lueur était comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois de la journée, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Le modèle que j'avais donné à Maya était prêt, les chiffres stables et clairs, comme la voix que ma mère m'avait apprise à utiliser lorsque le monde essayait de me couper la parole. J'ai vérifié l'heure, 12h28, 2 minutes avant que l'équipe de Singapour ne se connecte à la visioconférence. Mes mains tremblaient tandis que j'ai parcouru les dossiers. J'ai repensé à tout ce qui avait mené à ce moment, les regards de Gillian, les réunions où elle m'avait fait taire avant même que je puisse parler. Le jour où elle m'avait obligé à choisir entre enterrer ma mère et sauver mon emploi. Et maintenant. J'étais là, dans les toilettes de JFK, avec un contrat de 3 millions de dollars en jeu. Mon cœur battait la chamade, régulier mais fort. C'était le moment. À 12h30 précise, j'ai cliqué sur « Rejoindre la réunion ». L'écran a clignoté, puis ils étaient là, Monsieur Olang, assis comme un roi, son costume impeccablement repassé et son visage calme et indéchiffrable à ses côtés. Sa fille Alina, son regard perçant scrutant tout, son expression d'une confiance tranquille. Conrad était là aussi, le visage pâle et crispé. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à Gillian. Je me demandais s'il savait seulement qu'elle se dirigeait vers une pièce vide. Une part de moi ressentait un pincement au cœur, mais je l'ai balayé. J'avais appris trop tard que la culpabilité dans le monde de l'entreprise n'était qu'un fardeau parmi d'autres. À exploiter. Bonjour, commençai-je d'une voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Merci d'avoir accepté ce changement de dernière minute. Il y a eu une urgence familiale, mais je ne voulais pas vous faire attendre. Les yeux d'Alena s'adoucissaient mais elle n'a pas interrompu. Elle comprenait trop bien les affaires pour laisser l'émotion dérailler un accord. Monsieur Yang a donné un seul signe de tête, le genre qui signifiait qu'il attendait comme une lutte contre le rhume, contre ma grief, contre ma grief, contre ma tête de la tête, contre la tête de Gillian, contre le rhume de Gillian, contre le rhume de Gillian, contre le rhume de Gillian, contre ma gueule off. Parce que si les chiffres ne s'additionnaient pas, rien ne comptait. Sur mes épaules. J'ai regardé directement dans la caméra, sachant que, à moitié dans le monde, Monsieur Ling et Alina me regardaient avec le même contrôle silencieux qu'ils avaient donné à Gillian pendant des années. Ce n'est pas le modèle facile, ai-je dit ma voix, bas mais ferme. C'est le bon. J'ai senti la capture dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissé m'arrêter. Ma mère est décédée ce matin. Elle a passé sa vie à défendre les travailleurs, pour la dignité, pour l'idée que les chiffres sur la page sont toujours des gens. J'ai pris une respiration, sentant les larmes menaçant de se répandre. Ce modèle est pour elle. Le silence sur l'appel a été immédiat et lourd. Je pouvais voir Conrad se déplacer inconfortablement dans son siège, ses yeux se dressant entre Monsieur Ling et moi comme s'il cherchait quelqu'un pour le sauver. Mais personne ne parlait, personne n'a interrompu. L'équipe de Singapour est assise là, leur visage absorbant toujours tout ce que j'avais dit. Enfin, Monsieur Ling s'est penché en avant, son expression illisible, nous procédons à cette version, a-t-il dit sa voix calme mais certaine. Nous apprécions votre intégrité. Et juste comme ça, la salle de Singapour est passée d'un obstacle à un allié. Les larmes sont venues alors, chaudes et imparables.
J'ai détourné mon visage de l'écran, appuyant sur le dos de ma main vers ma bouche pour étouffer le son. Je n'avais pas pleuré toute la journée, je n'avais pas laissé le chagrin avec moi, mais maintenant, dans des toilettes familiales à Juevka, avec l'accord et l'héritage de ma mère s'est avéré, je l'ai laissé arriver. J'ai laissé les larmes tomber pour chaque instant que je n'avais pas pu partager avec elle, pour chaque combat que j'avais perdu, pour chaque fois que j'avais choisi la survie sur le respect de soi. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si j'étais exactement là où j'étais censé être lorsque les larmes se sont calmées. J'ai essuyé mes yeux avec l'arrière de ma manche et je me suis retourné vers l'ordinateur portable. Monsieur Ling et Alina étaient toujours là, regardant avec le genre de compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Merci, j'ai géré ma voix brute. Merci d'avoir cru en ce modèle et en moi. Monsieur Ling hocha la tête et Alina m'a fait un petit sourire encourageant. Conrad était toujours pâle, mais il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être qu'il était. J'ai terminé l'appel et fermé l'ordinateur portable. Pendant un moment, la pièce était trop petite pour contenir tout ce que je ressentais, chagrin, soulagement, triomphe, perte. J'avais gagné l'accord, mais j'avais également trouvé quelque chose de plus important, un rappel que les chiffres sur la page étaient toujours des gens et que même dans les limites stériles d'un stand de salle de bain, le monde attendant juste à l'extérieur de la porte, je pouvais toujours honorer cette vérité. J'ai emballé l'ordinateur portable, déverrouillé la porte et sorti dans le couloir brillant et animé. Le monde ne s'était pas arrêté pour mon chagrin, mais j'avais taillé mon espace et c'était suffisant. Alors que mon vol commençait à embarquer, les notifications ont commencé à affluer comme une inondation. Je ne pouvais pas retenir mon téléphone une fois ma bouée de sauvetage au travail que j'avais tout donné maintenant, bourdonné de 1000 minuscules trahisons. La voix de Gillian, une fois commandant, c'était comme une chanson de sirène, maintenant lire froide et à plat à l'écran. Le premier message a frappé comme une gifle, où êtes-vous? Pas de salutation, pas d'excuses, aucune reconnaissance qu'elle m'a forcé à choisir entre enterrer ma mère et protéger ma carrière. Juste cette question stérile, clinique et froid, comme si j'abandonnais mon poste sans autorisation. Puis un autre a piégé en succession rapide. Laosha Holden. Je pouvais presque entendre sa voix, tranchante de colère, le même ton qu'elle avait l'habitude de me couper lors de réunions quand elle sentit son contrôle glisser. Une autre vibration secoua dans ma paume, tu m'as saboté. Celui-là a piqué moins qu'il aurait dû. J'avais passé trop d'années à être son bouc émissaire pratique, sa façon d'éviter le blâme tout en me faisant prendre le poids. Mais cette fois, l'accusation m'a roulé comme de l'eau sur du verre. J'avais arrêté d'être son bouclier au moment où je suis entré dans ce stand de salle de bain avec l'ordinateur portable de Mia. J'avais arrêté d'être l'homme qui a dit oui à chaque demande, à la minute où j'ai choisi ma mère. Et puis le poignard final, celui qu'elle avait probablement pratiqué dans sa tête comme un avocat répétant une déclaration de clôture, vous êtes viré. Pas de signature. Non, nous apprécions vos années de service. Juste une dernière ligne dédaigneuse destinée à sceller mon sort. Le truc, c'est que je m'en fichais. J'ai éteint mon téléphone avec un seul coup et l'écran est devenu noir comme la fin d'un mauvais film. Je l'ai poussé dans la poche du siège et je me suis penché contre l'appui-tête. La cabine, légère, douce et artificielle, l'air épais avec une respiration recyclée et la faible tire de carburant à jet. Pour une fois, je ne me souciais pas de la mise à pied, du titre, de l'avenir que j'avais passé des années à me battre pour construire. Je n'avais pas de travail, pas de plan de sauvegarde, pas d'épargne qui n'avait pas déjà été drainée par les soins de ma mère, mais j'avais la paix, et c'était suffisant. Les moteurs de l'avion ont éclaté à la vie et j'ai ressenti un tremblement de liberté dans ma poitrine, un défi que je n'avais pas goûté depuis des années. L'empire de Gillian pourrait avoir je s'effondre sous le poids de son propre ego, mais ce n'était plus ma bataille pour me battre. Laissez-la nettoyer le désordre qu'elle avait fait. Laissez Conrad lui faire tourner les mensonges dans quelque chose que le tableau pourrait avaler. J'avais fini d'être l'homme qui a sacrifié sa dignité pour un chèque de paie qui n'a jamais égalé le coût de ma fidélité. Je me souvenais enfin de ce que ma mère m'a appris, les chiffres sur la page sont toujours des gens, et cette fois j'ai choisi la personne qui comptait le plus moi. L'avion a falsifié la piste et que les roues se sont levées du sol, j'avais l'impression de quitter plus qu'une ville derrière. Je quittais une version de moi-même que je ne voulais plus porter. L'homme qui tressaillit quand Gillian a soulevé sa voix. L'homme qui a mis ses demandes avant son propre chagrin. L'homme qui a laissé l'ambition le aveugler au coût humain de chaque accord. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la ligne d'horizon recula dans la brume de distance, une tache de gris et d'acier qui semblait petite. De up ici. J'ai pensé au sourire de ma mère,
la façon dont ses yeux froissaient sur les bords quand elle a ri, la façon dont elle fredonnait dans son souffle pendant la cuisson du dimanche. Elle avait toujours cru à la lutte pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Je n'avais pas toujours été à la hauteur de cela, mais aujourd'hui j'ai essayé, et peut-être que c'était suffisant. L'agent de bord a déménagé dans l'allée offrant des tasses en plastique d'eau et de petits paquets de bretzels qui semblaient avoir été rationnés par un avare. J'en ai sorti un de l'habitude, même si je n'avais pas faim. J'ai tenu la tasse dans ma main en regardant la condensation battre à la surface et j'ai pensé à ce qui est venu ensuite. Je n'avais pas de plan. J'avais abandonné la planification de la minute de la voix de Gillian qui avait traversé mon chagrin. Avec cet ultimatum, j'avais tout donné à Wells Ridge et paré à la fin, tout ce que j'avais obtenu était un billet simple hors de la ville. Mais même cela ressemblait à la liberté, une ardoise vierge, une chance de recommencer. Peut-être que je démarrerais une entreprise. Peut-être que je prendrais le temps de respirer, pour me souvenir de ce que c'était que de marcher sans le poids de ses attentes en appuyant sur mes épaules. Peut-être que je trouverais un endroit où les chiffres sur la page signifiaient plus qu'un autre bonus pour le conseil d'administration. Ma mère m'aurait dit que la première étape était la plus difficile. Elle m'aurait rappelé que j'avais toujours eu la force de construire quelque chose de réel, quelque chose d'humain. J'ai fermé les yeux et laissé sa voix remplir le silence entre le bourdonnement des moteurs et les conversations chuchotées des passagers autour de moi. Elle était partie, mais elle était là aussi. Dans chaque choix que j'avais fait aujourd'hui, dans chaque mot que j'avais prononcé, qu'elle m'avait appris à croire. Je ne savais pas à quoi ressemblait demain, mais pour la première fois depuis des années, je n'en avais pas peur. L'empire de Gillian a peut-être perdu son joueur vedette, mais j'avais trouvé quelque chose de plus important que son approbation. Je me suis retrouvé à nouveau. Le vol s'est dépassé et je me suis penché en arrière, laissant le silence s'installer sur moi comme une promesse que demain viendrait et je y serais face de front, parce que les chiffres étaient des gens et je n'allais plus oublier cela. En arrière à la maison, l'air était différent, plus lourd peut-être, ou peut-être que je portais juste le poids des derniers jours dans chaque muscle, chaque souffle. Harper m'a rencontré à la porte avec des yeux qui disaient trop et pas assez à la fois. Nous ne nous sommes pas embrassés au début, nous nous tenions juste là dans le couloir étroit de la maison. Nous avions grandi dans celui avec les planchers inégaux et le papier peint fané. Maman n'a jamais changé. Elle avait toujours dit qu'elle aimait les choses avec du caractère. Maintenant, chaque puce de la peinture ressemblait à un souvenir qui attendait d'être décollé. Harper s'est finalement avancé, ses bras s'enroulant autour de moi avec le genre de force que seule une sœur peut rassembler lorsque le monde est passé sur le côté. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle, sa voix se brise contre mon épaule. J'ai senti que les larmes étaient sans invitation et chaudes, comme s'ils attendaient le bon moment pour se libérer. Je l'ai serrée plus serrée que je ne le pensais, mais elle ne s'est pas retirée. Je suis désolé aussi. J'ai dit ma voix épaisse, avec tout ce que je n'avais pas dit l'avion, dans le stand de la salle de bain dans la salle de conférence, tout ce qui n'avait pas sa place dans le monde que Gillian avait construit. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier les funérailles. Les photos de maman étaient réparties sur la table de la salle à manger comme un musée de souvenirs. Elle dans l'uniforme du dîner, elle avait porté pendant 20 ans. Elle avec nous à la foire d'État. Elle avec ce grand sourire plein d'espoir, elle avait porté même lorsque l'argent était serré. Harper les a triés avec la même efficacité silencieuse. Maman lui avait appris, pas de motion gaspillée, pas de drame inutile. Nous devrions faire des lisses, dit-elle, ne levant pas les yeux d'une photo de maman dans son jardin, de la saleté sur ses mains et de la sueur sur son front. Elle a toujours aimé LIE. Je me souvenais que chaque année, elle nous traînait à la pépinière pour choisir la plus grande floraison qu'elle pouvait trouver, les plantant en rangées soignées comme des soldats dans un défilé. Je détestais ça alors. Trop de travail, trop de soleil, trop tout. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'était pas les fleurs. Il s'agissait des soins aux soins, la conviction que quelque chose de beau pouvait venir de la saleté si vous lui avez juste donné assez d'attention. Lilies, j'ai accepté, ma voix attrapant le mot. Harper tendit la main vers ma main et la serra et, pendant un moment, le chagrin ressemblait à quelque chose que nous pouvions porter ensemble. Nous avons discuté de la musique. Elle voulait quelque chose de optimiste, les coups de Motown préférés de maman. Je pensais que nous devrions peut-être aller avec quelque chose de plus silencieux, plus respectueux. Elle détesterait ça, dit Harper, ses yeux clignotant avec cette étincelle tenace qu'il avait toujours distinguée de moi. Elle voulait que des gens dansent dans les allées. Elle avait raison, bien sûr. Maman avait toujours dit que les funérailles étaient pour les vivants,
et elle vivait grande, bruyante et sans excuse. Nous nous sommes donc installés sur un mélange, Motown gospel et une seule ballade tranquille. Elle avait l'habitude de fredonner pendant qu'elle travaillait. C'était bien, même si cela faisait mal à la poitrine à chaque fois que j'y réfléchis. Lors des funérailles, je me tenais sur le podium et lis l'éloge que j'avais écrit dans l'avion, griffonné à l'arrière d'une carte d'embarquement en marge d'un magazine en vol. J'ai parlé de son rire, de la façon dont elle avait tenu la famille avec un sourire et une séquence obstinée d'1 mile de large. J'ai parlé de sa conviction que chaque personne méritait le respect, peu importe ce qu'elle a fait dans la vie. Et j'ai parlé de ses mains, comment ils ont construit une maison à partir de rien, comment ils m'ont appris à cuisiner, comment ils m'avaient tenu le soir que papa est parti. Je ne me suis pas cassé, pas alors. J'ai lu chaque mot avec une voix régulière et des yeux secs. Maman aurait détesté ça. Elle croyait aux pleurs comme un processus de guérison. Elle aurait voulu que je laisse tout sortir, que les larmes nettoient la blessure. Mais je n'étais pas prêt, pas encore. Après le service, Harper et moi nous tenions sur sa tombe. Les lits que nous avons choisis, brillants et provoquants, contre le fils de Juin, nous n'avons pas dit grand-chose. Les mots étaient trop petits, trop fragiles pour tenir tout ce que nous ressentons. J'ai tendu la main et j'ai passé mes doigts sur les lettres gravées de son nom, les dates qui réservent une vie trop courte et trop pleine de sens pour tenir sur une seule pierre. J'ai chuchoté une promesse, juste pour elle, juste pour moi, que je vivrais comme elle m'a appris, avec honnêteté, avec courage, avec un cœur qui se souvenait des chiffres sur la page étaient toujours des gens. Samedi matin, de retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable avec un sentiment d'effroi. Je m'attendais à ce que l'entreprise ait révoqué mon accès, ceux qui s'attendaient à ce que le professionnalisme froid d'un message automatisé me dise que je n'étais plus le bienvenu. Mais c'était là, un email d'Alina Ling. Nous avons signé. Il a dit, simple, direct. Nous avons apprécié votre intégrité. Devriez-vous chercher une nouvelle maison? Nous sommes ouverts. J'ai lu les mots 3 fois, mon cœur martelant comme il avait vu l'humanité derrière les chiffres et il m'avait simplement signé sur Gillian S. Perfect Fits et Cold Efficiency. Puis n'a même pas encore traité votre tir. Le conseil d'administration veut des réponses. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Le son rugueux et non poli. Mais le vrai Maya, toujours le rebelle silencieux, m'avait soutenu quand j'en avais le plus besoin et maintenant elle m'avait donné quelque chose que Gillian ne pouvait jamais prouver que la loyauté comptait encore. Enfin, un email de Greg Tyson, responsable du droit, a atterri dans ma boîte de réception. Vous voudrez peut-être être à la réunion d'urgence de lundi, a-t-il écrit. Pas de ligne d'objet, pas de préambule, juste une phrase simple qui ressemblait à une bouée de sauvetage. Je l'ai relu et j'ai ressenti l'étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. J'espère que peut-être, juste peut-être, le combat n'était pas encore terminé, peut-être que j'avais encore la chance de faire les choses pour moi, pour maman, pour chaque personne qui avait déjà été, plus qu'un simple nombre sur une page. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur ma chaise, le soleil passant par la fenêtre. D'une manière qui ressemblait à une promesse. J'avais enterré ma mère, j'avais combattu pour ce qui était bien et maintenant peut-être que j'ai la possibilité de construire quelque chose de mieux que le monde. Gillian avait essayé de me piéger. Les chiffres étaient des gens, et je n'allais plus oublier cela. Lundi est venu et je me suis retrouvé debout devant l'ascenseur en miroir dans le bâtiment West Regent Park, ajustant le nœud de ma cravate de la marine et redressant les revers de mon costume sur mesure. C'était une marine profonde choisie délibérément pour projeter calme force, une déclaration tacite que je n'étais plus l'homme qui se recroquevillait sous le pouce de Gillian. Les lumières fluorescentes fredonnaient au-dessus de moi, jetant une lueur froide sur la garniture en laiton et les sols en marbre poli qui se sentaient comme des barreaux de prison pendant des années. Maintenant, ils ont l'air différents, comme les tremplins vers un avenir. J'ai décidé de revendiquer par moi-même. J'ai appuyé sur le bouton et regardé les chiffres grimper alors que l'ascenseur monte, le sol après le sol. Ma réflexion regarda en arrière, plus ancienne que je ne me souviens que de la manière stable. J'ai pensé à maman, à la table de la cuisine qu'elle avait insisté pour rester rayée et tachée comme un témoignage d'une vie vécue honnêtement. Elle m'a appris que les cicatrices ont raconté une histoire et que les meilleures histoires ont été écrites par les gens qui ont refusé d'être effacés. C'est ce que j'étais maintenant, un homme avec des cicatrices qui n'avait pas peur de les montrer. Les portes s'ouvrirent et le bourdonnement bas de la tension d'entreprise s'est répandu dans le couloir comme un projet d'une salle de conférence trop froide. Greg Tyson se tenait juste à l'intérieur de la salle de conférence, ses cheveux gris soignés,
sa cravate se desserrait d'une manière qui suggérait qu'il avait déjà combattu des incendies ce matin. Il leva les yeux quand il m'a vu, ses yeux baisant avec quelque chose comme un soulagement. « Wesley, dit-il en avançant, content que tu l'as fait. » Sa poignée de main était ferme, le genre de poignée de main qui m'a rappelé pourquoi je l'aimais toujours. Il avait peut-être été chef de la direction, mais il avait toujours eu la décence de voir des gens derrière les documents. « Greg, dis-je, ma voix lente mais stable. J'entends qu'il y a une réunion d'urgence. » Il hocha la tête, faisant un geste. Pour moi de le suivre à l'intérieur. La salle de conférence ressemblait à une salle d'audience aujourd'hui, des chaises de dos raide, la longue table en acajou poli à une finition miroir et les membres du conseil d'administration se sont alignés comme un jury attendant de porter un jugement. J'ai reconnu la plupart d'entre eux. Certains m'avaient félicité dans le passé, d'autres avaient souri tandis que Gillian m'a coupé, mais aujourd'hui, ils avaient tous l'air de la même manière, incertains, affamés de direction. Greg s'éclaircit la gorge. Cette réunion doit discuter des développements récents concernant le compte de Singapour, la présentation du modèle non autorisé et l'approbation ultérieure du groupe Lyon. Il a dit que la voix de son avocat, lisse et même, mais avec un courant de tension, la pièce fredonnait de papier. Changeant et le mélange de chaussures chères. Je pouvais sentir les yeux sur moi en attendant que je me tortille, pour m'excuser, pour mendier, mais je me tenais debout. Je leur ai tout donné, des années de ma vie, des nuits tardives, des week-ends, la loyauté qui a maintenu l'entreprise en marche tandis que d'autres ont recueilli des bonus. Je leur ai donné la sagesse de ma mère aussi, la leçon que les chiffres étaient des gens. Et je n'étais pas sur le point de rétrécir. Maintenant, Greg a poursuivi, il est également venu à notre attention que mademoiselle Gillian Parville fasse une pause, jetant un coup d'œil à la chaise vide à la tête de la table, a penché sa démission en vigueur immédiatement, citant des raisons personnelles. Un murmure a percuté dans la pièce comme une rupture de vague. Les têtes se tournèrent, les sourcils se sont levés, la reine était tombée et maintenant le tribunal voulait savoir qui serait à côté de la règle. Mon cœur a battu un peu plus vite, mais j'ai gardé mon expression neutre. Greg s'est tourné vers moi. Garde. Se battre pour des transactions qui rendraient les actionnaires riches, mais en déshabillerait l'humanité de chaque travailleur d'usine et de chaque employé de petite ville qui ne verrait jamais l'intérieur de ce bâtiment. Je me suis vu devenir Gillian, portant le costume et la cravate mais perdant la personne que j'avais combattue si forte à retenir. J'ai pris un souffle profond et stable. Les chiffres sont des gens. Je pouvais presque entendre la voix de maman, stable et fière. J'ai redressé ma colonne vertébrale, soulevé mon menton et rencontré les yeux de Greg. Je refuse respectueusement. J'ai dit ma voix, calme mais ferme. Gast s'est brisé autour de la table comme un vent soudain. Les yeux de Conrad s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant dans une question, et il n'avait pas le courage de l'exprimer. Les sourcils de Greg ont tiré sur sa bouche, se séparant de surprise, mais j'ai tenu son regard. J'ai accepté une offre ailleurs. J'ai continué les mots qui roulent de ma langue comme la vérité. Ils étaient celui où je n'ai pas à choisir entre les funérailles de ma mère et mon travail, où je peux construire quelque chose qui compte. Le silence qui a suivi était suffisamment épais pour se détendre. Certains membres du conseil d'administration se penchèrent en arrière, leurs yeux se déplaçant les uns vers les autres, pesant des alliances, recalculant équations. Je m'en fichais. J'avais passé trop d'années à nous inquiéter des calculs des autres. Aujourd'hui, je n'étais responsable que de moi-même et de la femme qui m'a appris que la dignité n'était pas un élément de ligne dans un bilan. Greg a récupéré la première Wesley. Il a dit sa voix, un mélange de déception et de respect. J'espère que vous savez que vous nous manquerez ici. J'ai alors souri, un petit sourire réel qui ressemblait à un lever de soleil dans une pièce qui ne connaissait que la lumière fluorescente. Je sais que j'ai dit simplement, mais je sais aussi que les chiffres sont des gens et je ne l'oublierai plus. J'ai atteint ma mallette, la même qui avait porté tous les espoirs, chaque plan, chaque terrain tardif que j'ai jamais fait. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de conférence, les sols polis reflétant un homme qui avait finalement appris à repartir la tête haute à l'extérieur de la salle de conférence. Le monde se sentait différent. L'air sentait plus propre, comme la possibilité. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche et, pour la première fois depuis des jours, je voulais y répondre. Je l'ai retiré et j'ai vu un message de Maya. « Tu l'as fait ?» a-t-elle écrit. « J'ai hâte de voir ce que vous construisez ensuite. » J'ai souri, pensant à ces mains régulières qui me passaient cet ordinateur portable, les yeux grands avec une foi en un homme qui n'avait pas encore appris à croire en lui-même. J'ai pensé à Alina Ling aussi,
de l'accord que nous avions signé non seulement pour le profit, mais pour les gens, de la façon dont elle m'avait regardé à travers cet écran dans les toilettes familiales de JFK, les yeux vifs mais gentils, voyant non seulement un ombre mais un homme. J'ai pensé à ma mère, son rire faisant écho à la maison. J'avais grandi dans sa voix me disant que chaque feuille de calcul était une vie qui attendait d'être respectée. J'avais transporté cette leçon à chaque réunion, à chaque terrain, à chaque combat, et maintenant je le porterai dans le futur. Je suis sorti au soleil, la ville fredonnant avec sa propre énergie chaotique. Je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Chaque étape, une promesse que je ferais bien sur ce que j'avais appris. Je n'avais pas de bureau d'angle qui m'attendait, je n'avais pas un bonus de figure de 6F ou une voiture d'entreprise, mais j'avais quelque chose de mieux, la possibilité de construire un endroit où les chiffres étaient toujours des gens, où personne n'aurait jamais à choisir entre la dignité et le succès. Les chiffres sont des gens, et alors que je m'éloignais du bâtiment qui avait autrefois retenu mes rêves, je savais que je ne l'oublierais plus jamais. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé au seuil d'un nouveau départ, un petit bureau scellé qui sentait la peinture fraîche et la possibilité, Caldwell Strategy, mon nom à la porte. J'ai passé mes doigts sur les lettres, ressentant le poids de chaque décision qui m'avait amené ici. Ce n'était pas la suite de coins du gratte-ciel que j'avais grandi à Wells Ridge et pas de mur en verre, pas de salle de conférence bordée en acajou poli et en escalier froid, juste un espace modeste avec des meubles incompatibles, une machine à café d'occasion et l'odeur de résilience qui persiste dans l'air. Mes premières embauches n'étaient pas des requins d'entreprise ou des stratèges de minette. C'étaient les gens qui croyaient en moi alors qu'il aurait été plus facile de regarder l'autre façon. Maya était le premier. Elle est entrée avec un sourire qui pourrait éclairer la salle de conférence la plus sombre. Elle portait une boîte de fichiers, ses yeux brillants avec la même confiance tranquille qu'elle avait montré la journée. Elle m'avait remis son ordinateur portable sans aucun doute. « Bienvenue dans la Révolution », a-t-elle dit, fixant la boîte sur le petit bureau qu'elle avait revendiqué comme le sien. J'ai déjà commencé sur le plan d'intégration de l'équipe de Singapour. J'ai ri. Le son honnête et sans garde, quelque chose que je n'avais pas entendu parler de moi depuis trop longtemps. Puis vint Harper. Elle a quitté son travail de relations publiques sans une seconde pensée, déterminée à construire quelque chose avec moi au lieu de polir l'image d'entreprise qui ne se souciait pas des personnes qu'ils employaient. Elle s'est installée à la réception, son téléphone sonne déjà avec des appels de fournisseurs locaux. Elle avait contacté pour s'assurer que chaque vendeur avec qui nous travaillons a été traité avec le même respect que nous avions promis à nos clients. Ma maman aurait adoré cet endroit, a-t-elle dit, sa voix douce mais certaine. J'ai avalé la bosse dans ma gorge et j'ai hoché la tête, elle l'aurait fait, chuchotai-je. Greg Tyson est arrivé 6 mois plus tard, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas croire qu'il lui avait fallu aussi longtemps pour voir la lumière. J'avais besoin d'une entreprise avec une âme, a-t-il dit, laissant tomber sa mallette avec un bruit sourd satisfait, un endroit où les chiffres sont des gens. Je l'ai applaudi sur l'épaule, un sourire s'étendant sur mon visage. Bienvenue à la maison, ai-je dit. Parce que c'est ce que nous construisions, une maison pour les personnes qui avaient été traitées comme des numéros depuis trop longtemps. Nous n'avions pas de salle de conférence sophistiquée ou des déjeuners, nous n'avions pas eu de rapports annuels brillants avec des sourires photoshopés, mais nous avions quelque chose de mieux, nous avions un but, nous avions l'honnêteté et nous avions une équipe qui a cru à la lutte pour les personnes à la salle de bain. Nous avons été en train de construire des modèles de ligne, grâce à la transaction que j'avais signée dans la salle de bain. Des emplois locaux protégés, investi dans la formation communautaire et a toujours réalisé des bénéfices qui ont fait que les actionnaires se sont assis et en prennent note. Vous pouvez les soulever à la place. Le mot se propage lentement au début, puis plus vite. Les petits fabricants, les magasins Family Run, encore plus grandes, fatigués des mêmes vieux modèles impitoyables, ont commencé à appeler. Ils voulaient ce que nous proposons, une stratégie centrée sur l'humanité. Nous étions petits mais nous étions tranchants et nous étions rentables à la fin de la première année. Je n'aurais jamais pensé que cela possible, pas dans un monde où chaque rapport trimestriel semblait mesurer le succès et les licenciements et l'automatisation. Mais nous l'avons fait, et chaque fois que je regardais notre bilan, j'ai vu plus que des chiffres. J'ai vu des visages. J'ai vu des familles. J'ai vu des gens qui pouvaient enfin respirer un peu plus facilement. Un soir, après que tout le monde soit rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau avec les derniers échos de rire s'estompant dans le couloir. Le soleil avait plongé sous l'horizon, jetant une lueur dorée sur les murs que nous avions peints nous-mêmes, des murs qui tenaient maintenant les histoires de chaque personne qui avait franchi notre porte. Sur mon bureau, à côté de la photo encadrée de maman dans son uniforme de restauration,
mettez la balle de stress qu'elle m'avait donnée le jour où j'ai commencé à Wellsridge Park. N'oubliez pas qu'elle avait dit, en le serrant entre ses doigts, les chiffres sont des gens. Elle l'avait dit 1000 fois. Il m'avait fallu des années pour vraiment l'entendre. Je l'ai ramassé maintenant, sentant les groves usées des années d'inquiétude et de secondes. C'était doux, fiable, comme elle l'avait été. Je l'ai serré comme elle m'avait appris à faire quand je devais me souvenir de ce qui comptait. À l'extérieur de la fenêtre, la ville a toujours fait vibrer l'ambition et le bruit, mais ici dans ce petit bureau avec ses meubles incompatibles et son tapis taché de café, j'ai ressenti la paix. J'ai ressenti un but. J'avais l'impression d'avoir finalement construit quelque chose qui l'honorait, qui m'a honoré, qui a honoré tous les travailleurs qui avaient déjà été traités comme une réflexion après coup. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé échapper une longue inspiration. Nous avions commencé petit, mais nous avions bien commencé. Nous avions construit un endroit où les chiffres étaient des gens et où chaque décision considérait non seulement le résultat net mais la vie derrière. Et je savais sans aucun doute que je ne laissais jamais changer cela, parce que la voix de maman était toujours là. Dans chaque email que j'ai envoyé, chaque modèle que j'ai approuvé, chaque stratégie que nous avons construite, les chiffres sont des gens. Elle le croyait et maintenant moi aussi. J'ai pensé à Gillian. Parfois, des rumeurs ont dit qu'elle avait déménagé à Dubaï pour courir après un nouvel empire. Peut-être qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, peut-être qu'elle ne l'avait pas fait. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma préoccupation. Wellsridge Park se remettait toujours de l'ARP qui a frappé leur salle de conférence et non plus un lieu de certitude mais de questions chuchotées et de changements d'alliance. Conrad était probablement toujours là, s'accrochant aux anciennes méthodes, essayant de dépasser le prochain requin. Laissez-les. J'avais mon propre jeu maintenant, et c'était quand je pouvais jouer avec ma tête haute. Donc, lorsque le téléphone a sonné, je l'ai ramassé avec un sourire, car chaque bague signifiait une chance d'aider quelqu'un, de construire quelque chose qui a fait une différence. Pour prouver que les chiffres étaient toujours des gens, appelés stratégie, j'ai dit ma voix, forte et stable, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Et comme j'écoutais la voix à l'autre bout, je savais une chose avec certitude, j'étais exactement là où j'étais censé être, et je n'oublierai jamais pourquoi.